plusieurs vies après la vie. Chez AXA, nous pensons qu'il y a plusieurs vies pendant la vie. Voilà pourquoi notre métier est d'imaginer des solutions adaptées à chaque moment de votre vie. AXA, vous avez tant de choses à vivre. Mélita, ils ont fait des trous dans leur filtre pour libérer tout l'arôme du café. Comme ça l'arôme. Il a plus de caractère. Filtre Mélita, libérons tout l'arôme. Complémentaire santé, jusqu'à 1000 francs remboursés pour vos montures et pour vos lentilles. Combien? Jusqu'à 1000 francs. Norwich Partenaire Santé, 0800 13 14 15. La Banette 1900 est arrivée. C'est le boulanger Banette qui fait le pain. Façonné à la main, Enfourné faut le coup de main. C'est la Banette 1900. Un grand pain de tradition française, la Banette 1900. Il faut se lever tôt pour être boulanger Banette. Réclame. L'information, c'est la prévention. Tout de suite, le journal de la santé. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin qu'on lui accorde du temps. Paris, hôpital La Pitié-Salpêtrière. Ici, l'équipe mobile des soins palliatifs n'a pas de médicaments, juste des mots et de l'attention pour accompagner les malades jusqu'à leur dernier moment. Est-ce que tu veux qu'on prenne un temps pour parler un petit peu de ce que tu vis là émotionnellement? Et puis, quand l'émotion devient trop forte, c'est les soignants que l'on soutient. Aujourd'hui, à 14h35, la 5e rencontre. Les derniers mots. Des mots qui aident à vivre. C'est des gens que j'aime bien. Voilà. Le congé de maternité dont les femmes bénéficient en France doit-il être raccourci pour s'adapter à une récente directive européenne? La réponse des spécialistes est claire, c'est non. Sentiment indéfinissable d'insécurité, c'est ce qui caractérise l'état anxieux, qu'elle se manifeste par des phobies ou des attaques de panique. L'anxiété est douloureuse à vivre. Bonjour, pour ouvrir ce journal, on parle cancer et anticoagulants. Alors il semble en effet, d'après une étude qui paraît dans une revue américaine, que l'héparine diminuerait les métastases chez des souris atteintes de cancer. Marina, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, on va définir ce qu'est une métastase. Alors, effectivement, quand il y a un cancer dans l'organisme, des cellules peuvent se détacher de cette première tumeur, partir en général dans le sang et s'arrêter dans un autre organe. Là, une deuxième tumeur se développe, c'est ça qu'on appelle une métastase et il peut y avoir plusieurs métastases à partir de la tumeur initiale. Quant au traitement anticoagulant, c'est un traitement pris par de très nombreuses personnes qui ont des problèmes de coagulation, des personnes qui risquent de faire des caillots, par exemple dans le cas de maladies cardiaques. Alors maintenant, Marina, quel est le rapport entre les métastases et ce traitement anticoagulant? Eh bien, l'héparine, effectivement, c'est un anticoagulant, mais il a également un autre rôle, c'est de bloquer des interactions entre les plaquettes, qui sont les cellules du sang à l'origine des caillots, et des molécules qui se trouvent à la surface d'une tumeur cancéreuse. Seule obligation pour cela, c'est que l'héparine soit injectée directement dans le sang et non pas prise par la bouche en comprimé, parce que là, ça ne marche pas. Et dans cette expérience qui a été menée à l'Université de Californie, des souris atteintes d'un cancer ont été traitées avec une dose unique d'héparine qui a donc été injectée dans la veine. Résultat, la survie des cellules cancéreuses et les métastases ont été nettement réduites chez ces souris. C'est difficile, hein, chez ces souris. Voilà. C'est bien. C'est le 24 février 2001 qu'est parue au journal officiel une ordonnance transposant une directive européenne concernant le congé de maternité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette directive, Marina, a fait du bruit. On va rappeler les faits. En France, toute femme qui travaille a droit à 16 semaines de congé maternité. Le congé postnatal est obligatoire, il doit durer 6 semaines obligatoirement. Et de plus, il est interdit à tout employeur de licencier une femme en congé de maternité. Ça, c'est la loi française. La directive européenne, elle est nettement plus restrictive puisqu'elle fixe la durée du congé de maternité à 14 semaines minimum et non plus 16, dont seulement 2 semaines obligatoires et non plus 6. Et l'interdiction de licenciement, il existe toujours, mais on précise, sauf dans un cas d'exception non lié à l'état de la salariée. Alors effectivement, les réactions ne sont pas faites attendre. Un appel a été signé et remis au gouvernement. Et le gouvernement a bien précisé que ce texte
instituait une protection minimale et que la clause de non-régression qu'il contient suffisait à protéger les droits des femmes françaises. Ségolène Royal a en effet affirmé que ce texte devait, je cite, permettre à des pays qui ont très peu de protection de se mettre au niveau de cette directive, mais que la France, très en avance et qui a déjà une législation qui va au-delà, va bien évidemment la conserver. Fin de citation. Mais l'inquiétude demeure face au risque d'abus, surtout depuis que des directives européennes concernant la protection des jeunes et des femmes au travail ont prévalu sur les lois françaises. Or, pour les spécialistes, ce congé est une nécessité avant tout pour le bien de l'enfant. L'avis des différents experts avec Ségolène Hanoteau, Vincent Bouffartigue, Étienne Meunier et Denis Leroy. L'intérêt du congé prénatal. Le congé de maternité a été inventé à la fin du siècle dernier pour diminuer les accouchements prématurés. Et jusqu'aujourd'hui, il garde cette fonction. Et il garde cette fonction de façon très très importante, puisqu'on s'aperçoit que dans les pays où on l'a mal installé, où il est mal appliqué, ou dans les pays où il n'existe pas, comme aux États-Unis, la prématurité est beaucoup plus élevée. Aux États-Unis, un pays sans congé maternité payé, le taux de prématurité est de 11%. En France, ce taux n'est que de 4,5%, mais il faut dire que les Françaises ont droit à 6 semaines de congé avant l'accouchement. La grossesse, selon les obstétriciens, est une activité en soi qui n'est pas toujours compatible avec une vie professionnelle très dense. D'ailleurs, 4 Françaises sur 10 sont arrêtées par le médecin avant le début légal de leur congé maternité. Le congé est aussi capital après l'accouchement, et tout d'abord pour l'allaitement. On sait aujourd'hui que l'allaitement est quelque chose de très important, toujours. Ses avantages sont fondamentaux, aussi bien sur le plan de l'acquisition d'une certaine protection anti-infectieuse et puis aussi sur le plan relationnel. On sait aujourd'hui qu'une femme sur 2 en France allaite après son accouchement, son bébé, mais que seulement 10% allaitent encore au bout d'un mois. Déjà dans la législation actuelle. Notre crainte, c'est que s'il n'y a plus de congé postnatal, l'allaitement, qui est déjà un petit peu déficient, disparaisse encore plus et puisse être encore beaucoup moins fréquent et soit donc d'autant plus court et donc d'autant moins protecteur sur le plan anti-infectieux. Et puis il y a toute cette perte au niveau de la relation avec son enfant, cette proximité qui est fondamentale dans l'allaitement. Allez à table. Les Françaises allaitent peu, mais elles n'ont droit après l'accouchement qu'à 2 mois et demi de congé. Elles doivent donc passer rapidement à un régime mixte, puis sevrer le bébé. Dans l'idéal, l'enfant devrait profiter exclusivement du sein de sa mère au moins 3 mois. Un congé postnatal plus long éviterait les infections. Alors l'intérêt de garder l'enfant auprès de sa mère dans les premiers mois de vie, en particulier dans les 3 premiers mois, c'est d'éviter les infections respiratoires et les infections digestives. Autrement dit, c'est éviter en période épidémique, pendant l'automne et l'hiver, la survenue d'une bronchiolite chez un petit enfant de moins de 3 mois et la survenue d'une gastro-entérite aiguë qui risque de le déshydrater les 3 premiers mois de vie aussi. Un congé postnatal réduit, c'est la rentrée en crèche trop tôt dans les 3 premiers mois. Et la plaie des crèches, c'est l'épidémie. En France, chaque année, un nourrisson sur 3 est touché par la bronchiolite, une infection qui peut laisser des séquelles. Le congé postnatal, un moment privilégié pour se découvrir. Dans les premières semaines de vie, le nouveau-né est complètement dépendant de sa mère. Il faut qu'il se sente désiré, il faut qu'il se sente aimé, donc il a besoin d'un contact prolongé, dirons-nous, qui prolonge ce séjour in utero et qui lui permet à lui de se développer, parce que c'est la stimulation des sens qui permet à son cerveau de maturer, de poursuivre son développement. Le développement neurologique d'un nouveau-né se fait sur plusieurs années. Le nouveau-né a donc un besoin quasi vital de la présence de sa mère dans les premières semaines de sa vie. Les pédiatres rêvent d'un congé postnatal qui passerait de 2 mois et demi à 6 mois pour la mère, l'enfant et la santé publique. Les Françaises elles-mêmes, pourtant favorisées par rapport à leurs voisines européennes, se sentent frustrées et sont largement favorables à un allongement du congé postnatal. Alors pourquoi réduire le congé maternité à la française ? On parle de poids maintenant avec la publication de l'enquête d'Itobepi, une enquête qui s'intéresse aux problèmes de poids des enfants en France. Et c'est sans grande surprise qu'on apprend qu'il existe une véritable épidémie d'obésité infantile dans notre pays, exactement comme aux États-Unis. Oui, cette enquête révèle que plus de 13% des enfants et adolescents âgés de 2 à 17 ans entrent dans la catégorie du surpoids ou de l'obésité. Et outre ces chiffres, l'enquête révèle les facteurs de risque de ce surpoids. Il y en a essentiellement 3. La présence d'un parent obèse d'abord multiplie par 4 le risque pour
les enfants de développer un surpoids ou une obésité. La structure familiale ensuite est déterminante. Les familles monoparentales et celles qui ont un enfant unique sont les plus représentées dans la population des enfants obèses. Et puis enfin, tout comme chez l'adulte, la fréquence de l'obésité est plus élevée chez les familles aux revenus modestes. Il paraît essentiel aujourd'hui de dépister ces enfants à risque le plus tôt possible. Et pour cela, rappelons qu'il existe un retard d'environ 6 ans à la prise en charge d'un enfant trop gros, retard bien sûr nuisible. Sachez donc qu'un enfant, même quand il va bien, doit être examiné, mesuré, pesé tous les ans et que ces chiffres de poids et taille doivent être reportés sur le carnet de santé. Et puis, et ça c'est du bon sens, Marina, mieux vaut comme d'habitude prévenir que guérir. Oui, guérir en l'occurrence, là c'est un geste compliqué parce que mettre un enfant au régime c'est extrêmement difficile. On sait que ça l'est déjà pour les adultes, c'est encore plus compliqué pour les enfants. Il est donc plus simple de donner à l'enfant des bonnes habitudes très tôt. Donc voici ces quelques conseils en général donnés par les médecins nutritionnistes. D'une part, que les parents et les enfants mangent ensemble quand cela est possible et qu'ils mangent la même chose. Il est effectivement difficile d'apprendre à un enfant à aimer les haricots verts si les parents en même temps mangent des frites. Exact. Voilà. Préparer également un goûter ni trop gras ni trop sucré dans le cartable de l'enfant. Éviter de remplir le frigidaire de tentations auxquelles l'enfant ne peut résister, le soda, les mayonnaises, les glaces et autres sauces. Commencer très tôt l'apprentissage. Il est sage de ne pas donner au bébé de l'eau sucrée pour qu'il s'endorme ou de leur mettre un biberon dans la bouche dès qu'il pleure. Et puis enfin, évidemment, inciter les enfants à faire du sport. Oui, on ne leur met pas de calva dans le biberon non plus, ce qui se passe dans certains coins en France. Au MEDEC, le salon de la médecine qui se tient en ce moment à Paris, il est question aujourd'hui d'anxiété, mais d'anxiété pathologique, parce qu'en fait, c'est un phénomène normal, l'anxiété. On est tous un peu angoissés de temps en temps. Oui, puis c'est bien, c'est une émotion naturelle, une réaction normale qui est destinée à engendrer une réaction utile en cas de mise en danger. Alors à partir de quand cette anxiété devient-elle nuisible ? Bien quand elle se manifeste sans raison, quand elle devient paralysante en dehors de toute situation objective, ou encore quand ces manifestations se traduisent en symptômes physiques ou psychiques. Et ces symptômes sont bien connus. L'anxiété comportant 3 caractères principaux, le pressentiment d'un danger vague et imminent, une impression d'impuissance ou de faiblesse et des sensations physiques variées. Alors ces sensations, c'est une sensation d'étouffement, des palpitations, des sueurs, des vertiges, des tremblements, des troubles du transit, vous connaissez sûrement. Et parfois l'anxiété prend une forme particulière, comme les phobies, l'angoisse du vide, des grands espaces et même tout simplement l'angoisse du monde. Mais parfois il s'agit simplement de crises qui surviennent sans raison, des crises qui handicapent la vie. La preuve avec ce témoignage recueilli par Ségolène Hanoteau et Patrick Mouret. Ça commence par une déstabilisation psychologique. Je veux dire que je cesse d'être bien. Je cesse de me dire que, bon, ce matin, après tout va à peu près, ce que je vais faire m'intéresse assez, même si j'ai peur de ceci ou de cela. Je suis dans un état où je ne peux plus me dire ça. Il y a quelque chose qui gangrène en quelque sorte mon esprit et qui me fait dire « ça va pas ». Jean-Louis est ce que l'on appelle un très grand anxieux. Agrégé de lettres classiques, il a tout réussi de ce qu'il entreprenait, mais jamais sans cette dose d'angoisse diffuse, cette peur qui, déjà enfant, le menait jusqu'au malaise. Quand j'étais enfant, j'étais très angoissé. C'est mes parents qui m'ont parlé de ça encore récemment. Et moi qui suis un grand gourmand, qui adore manger, eh bien, chaque fois que j'allais à l'école primaire, c'est-à-dire à l'autre bout du village, en rentrant à la maison à midi, etc., d'après mes parents, je vomissais chaque matin. L'enfant angoissé qui souffrait de quitter le foyer familial pour prendre le chemin de l'école a choisi de s'éloigner. Jean-Louis a vécu 15 ans à l'étranger. C'est là, aux États-Unis, que se produit la